Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de votre petite série de l'été. Comme toute série, celle-ci se suit dans l'ordre, donc avant d'écouter celui-ci, assurez-vous d'avoir bien écouté l'épisode 1. On s'était quitté sur Aurélien, disant à sa femme qu'il avait une théorie, mais pour qu'elle comprenne bien cette théorie, et ça vaut pour nous, il allait devoir expliquer ce qu'il faisait avant qu'ils ne se rencontrent. Dans la suite de l'entretien, on a choisi de censurer 2-3 petits noms pour quelques raisons de sécurité. Je vous laisse en compagnie d'Aurélien. Bonne écoute. Donc je lui dis écoute chérie, assis-toi, parce que moi j'ai une théorie de ce qui s'est passé. Mais si tu veux vraiment comprendre, il va falloir que je t'explique ce que je faisais avant qu'on se rencontre. Et là donc tu vas nous expliquer ce que tu faisais avant de rencontrer ta femme, et qui va expliquer pourquoi cette histoire est un peu dingue et pourquoi tu racontes ça, qui a l'air juste d'une histoire un peu spé, mais sans plus, juste. Ouais, tout à fait. Bon, ça va être un petit peu long. On va faire plusieurs parties, vous inquiétez pas. on va s'arranger, ça va bien se passer. Bon, alors pour bien comprendre, faut vraiment qu'on commence du début, parce que si je t'explique de but en blanc comment on en arrive là, tu vas me prendre pour un mythomane. Déjà, je pense que tu vas me prendre pour un mythomane un petit moment, mais bon, j'ai quelques éléments qui prouvent ce que je vais te dire. Donc, comme on va commencer au début, voilà, on est dans les années 94, donc adolescence très difficile, des parents au bord du divorce. Donc, j'étais un gamin très renfermé dans les jeux vidéo, console, Amiga, petit ordinateur, enfin voilà, je dirais comme tout le monde. Et un jour, j'ai mon meilleur pote qui m'annonce que sa famille a acheté un PC. Bon. Donc on passe la plupart des journées à découvrir un petit peu tout ce monde, et il me fait jouer à un jeu un jour qui a été modifié pour afficher des phrases rigolotes, tu vois, du genre attention, vous entrez dans un champ de pin, ah ah ah, au lieu d'un champ de mine. Je lui dis mais comment c'est possible, c'est quoi ces jeux là? Il me dit bah c'est simple en fait, c'est mon beau-frère, il est dans l'informatique et il s'amuse à craquer des trucs. Ah bon, mais c'est quoi ce concept? Bah voilà, en fait, les programmes, on peut les modifier, on peut les craquer, on peut faire sauter les protections, on fait ce qu'on veut en fait avec un ordinateur, c'est vraiment génial. Donc là, je me dis putain, c'est génial. Alors en fait, je deviens tellement accro au concept que j'arrive à convaincre mes parents de m'acheter un PC. Et au bout de plusieurs mois de négo, bah voilà, ils arrivent à me payer mon premier ordi. Donc un super 486DX de 80 MHz avec 8 Mb de RAM, Windows 3, hein, et j'en passe, bref. Belle bête à l'époque. Ouais. Donc je passe mes journées dessus, et avec mon meilleur pote, là, on rentre dans un espèce de système de compétition, tu vois, celui qui va être le plus calé, celui qui va faire le plus de trucs et tout. Et on est dans le même collège, et un jour tout le monde part de lui parce que, en fait, intentionnellement, il a bloqué le seul ordi du bahut qui servait à éditer les bulletins de notes. Donc en fait, cet ordi se trouvait en salle de techno, et bien sûr, il était à deux doigts de se faire virer pour ça. Mais moi, quand je vois ça, je suis super impressionné, je trouve ça tellement cool. Le mec, il trafique une machine, il bloque un bahut de 800 personnes, on reçoit plus les bulletins de notes. Enfin, je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire en fait. Plus tard, il y a un agent France Télécom, tu vois, qui passe chez moi pour réparer une ligne téléphonique. Bon, je l'observe attentivement, je vois qu'il travaille qu'avec 2 fils. Ça me paraît assez simple, et donc j'en parle à mon pote. Et je lui expose une idée, je lui dis putain, en fait on pourrait peut-être se brancher à des bornes dans la rue pour pas payer le téléphone. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque le téléphone ça coûtait une blinde. Aujourd'hui voilà, on a des forfaits qui coûtent que dalle, mais avant le moindre coup de fil, voilà, c'était n'importe quoi. Donc lui était très bricoleur, on fait un premier test voilà, avec des petites pinces croco et un téléphone beige qu'on trafique, et voilà, on va dans la rue, on trouve un truc, on se branche dessus, on cherche, et bim, on arrive à avoir une tonalité. Donc on passe un premier coup de fil à des copines à Béziers. Et pendant qu'on discute, au bout de, 20 minutes, on entend oui, vous pouvez quitter ma ligne, s'il vous plaît. En fait, la personne qu'on était en train de pirater était en train de nous écouter, quoi. Donc on débranche tout vite fait, on part en courant dans la campagne, parce qu'on vivait dans la campagne, on part en rigolant, on est des foufous et tout. La délinquance rurale. La délinquance rurale, voilà, qui commence. Donc on venait faire en fait notre premier acte de bêche-boxing. C'est vraiment le truc que j'ai appris plus tard. Voilà, c'est une pratique qui s'appelle comme ça. Donc par la suite, on passait toutes nos nuits dehors en fait à chercher des spots pour téléphoner gratos. On marchait des heures. On appelait des gens au hasard pour rigoler. Après, on appelait des services payants un peu débiles. Et un jour, on découvre qu'il existe des services téléphoniques où on peut acheter des choses.
En fait, c'est un mode de paiement, tu vois, tu as un temps de connexion facturé, plusieurs francs la minute, parce qu'à l'époque on était en francs, et donc on commence à commander des CD, des conneries de ce genre. Oui, parce qu'à l'époque on était encore avec des CD, il n'y avait pas... Aujourd'hui on ne pouvait pas télécharger. Donc le collège est fini, et bon, comme l'école, non seulement ça ne m'intéresse pas, mais en plus je suis vraiment pas très fort, on me redirige vers un lycée professionnel. Sauf que je suis tellement en décrochage scolaire, mais vraiment le mec, le déchet quoi, qu'il y a même un lycée professionnel qui est à Givors, qui est à côté de chez moi, qui a très mauvaise réputation, même ce lycée il veut pas de moi. Donc le seul lycée qui m'accepte, c'est un lycée qui est à Saint-Fond-les-Clochettes, c'est juste à côté des Minguettes. Bon, je sais pas si tu vois où c'est, mais c'est un bahut de cas sociaux ultra violents. Pour dire, il y a un commissariat interne au lycée, tu vois. Et tous les jours, il se passe des trucs de malade dans ce truc, des agressions, des histoires, invraisemblables. Et moi, je suis tellement un petit peu choqué dans ce milieu que je passe toutes mes journées dans la bibliothèque à lire des bouquins sur l'informatique. Enfin, tu vois, je suis vraiment dans ce délire. Et dans ce lycée, il y a un de mes profs d'électronique qui est assez féru de C++, avec qui je sympathise, et il commence à me parler d'assembleur, secteur de boot, comment fonctionnent les virus, il me conseille des bouquins, il me consiste en quoi consiste la compilation. C'est un peu le début vraiment de mon intérêt pour la programmation au bas niveau et le cracking, quoi. C'est vraiment le fait de décompiler des programmes, les modifier, enfin je commence à rentrer dans ce délire. Et la deuxième année, donc ce lycée qui s'appelle Léon Blum, je sais pas si je l'ai dit, c'est tellement grave qu'il ferme. En fait, c'est tellement abusé que voilà, bon, bah, c'est un lycée expérimental, on ferme, il y a trop de problèmes, donc les élèves ils sont un peu dispatchés, et moi ils arrivent à me faire rentrer à Givors, le fameux lycée de Givors. Bon, comme j'arrive en deuxième année, bah, tous les groupes d'amis sont déjà formés, enfin tu vois, tous les potes ils sont déjà ensemble, donc moi je suis un peu seul, un peu renfermé, bon, je parle à personne. Et je remarque que l'ordinateur qui sert à gérer les bulletins de notes se trouve aussi en salle de techno. Donc ça me fait penser au collège, avec le coup d'éclat qu'avait fait mon pote. Et moi je me mets dans la tête que je vais faire encore plus fort que lui, je vais carrément créer une bombe logique, parce que voilà, j'avais vraiment commencé à programmer, et qui se déclenchera à un moment donné, quoi. Le but c'était gros sabotage, tu vois, de délinquants. Donc je suis au fond de la salle, à côté de l'ordinateur, et donc j'avais tout préparé. Et au bout de quelques semaines, voilà, un jour le prof il s'absente pour aller faire des photocopies, donc là je me lève, en pleine classe, je mets ma disquette dans la machine, tac, je commence à taper des commandes, j'installe mon truc, bien sûr tout le monde voit ce que je fais dans la classe, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? J'enlève ma disquette, je me casse, et je vais me rasseoir. Donc tout le monde dit mais t'as fait quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais non, rien. Ah bon, très bien. Ça intéresse pas plus que ça les gens. Et quelques semaines plus tard, la bombe elle se déclenche et ça marche, donc ça fait péter la machine. Toutes les notes qui sautent, etc. Le prof principal, il est comme un dingue, il débarque en plein cours d'anglais, quoi. Et pour savoir qui a fait ça, mais comme une fois il m'avait vu modifier un programme pendant un exercice d'électronique, bah autant dire qu'il commence à un peu avoir des doutes que c'est moi. Donc il essaye de faire pression un peu sur la classe pour qu'on me dénonce, mais personne me dénonce. Et tout ça, ça fait vachement du bruit dans le lycée, quoi. Oh là là, il y a quelqu'un qui a fait péter l'ordi, qui contient les notes, on va pas recevoir les notes, c'est le gros bordel, et tout. Et ça arrive aux oreilles d'un gros geek qui est pas dans ma classe, qui vient me voir et qui commence à me parler culture hacker, quoi. Il commence à me dire, mais tu fais du hack et tout. Je fais, bah ouais, ça m'intéresse. Et il me parle de la culture. Il me parle notamment de tout ce qui est e-zine, donc des magazines électroniques qui sont écrits un peu, passés en dessous de main. On passe pas mal de temps ensemble, tu vois. Il m'initie un peu à la culture underground. Et dans les e-zine qui me passent, on parle vraiment de plein de trucs, de crack, de phreaking, de réseau. Je passe vraiment mes journées à lire ces trucs. En fait, c'est des petits magazines électroniques qui sont faits par des passionnés de hack, quoi. Donc, je commence à rentrer dans ce milieu, quoi. Et un jour, alors que je suis en cours, le prof il vient me voir et il me dit que mon père il m'attend à l'accueil. Faut pas que je m'inquiète, je dois aller voir tout de suite, quoi. Bon, donc là je vais voir mon père et il m'annonce direction gendarmerie. Alors il m'emmène chez les flics et là je vois mon meilleur pote en cage. Et en fait, c'était l'histoire du beige boxing, parce qu'on continuait à en faire, on n'avait pas fait qu'une fois, on passait nos soirées à faire ça. Et oui, au bout de 2-3 ans, on s'est fait choper, quoi. Donc au bout de 2-3 ans, les flics sont venus nous voir, bien sûr on s'est fait défoncer par nos parents.
Voilà, on rentre à la maison, tu touches plus d'ordi et tout, c'est n'importe quoi, voilà. Plus tard, on passera devant le juge des enfants pour ça. On s'est tapé une amende à l'époque de 10 000 francs, ce qui fait à peu près 1 500 € chacun. Mais bon, sans plus, quoi. Voilà, donc c'est vrai, on était très jeunes, donc on sort de cette expérience, mais on n'était pas plus traumatisé que ça. Enfin, c'était bon, bref. Donc le BEP se termine et moi je passe en bac pro et là je commence à écrire mes propres e-signs. Donc voilà, sous un nom d'emprunt où j'explique des techniques de hack que je commençais à mettre en œuvre, etc. Et dès les premières semaines, quand j'arrive dans ce bac pro, j'arrive à entrer dans le compte du prof principal, je me fais choper alors que je suis en train de télécharger toutes les interros de l'année, quoi. En fait, on était sur un système en novel netware et quand quelqu'un se connectait, chose que je savais pas, le prof il pouvait le voir sa session. Et donc à un moment on est en plein cours, il fait « Qui est connecté sur ma session ?» Là il y a tout le monde qui ferme sa bouche. Donc moi je commence à paniquer, je télécharge et là il fait c'est très simple messieurs, on va vous donner un cours. C'est que sur Novel Netware on n'est pas en TCP/IP, on est en plus bas niveau, on est sur l'adresse MAC. Donc je connais la machine qui est en train de se connecter et là il tape, il fait Boudou. Là il y a tout le monde qui se retourne, il me fait tu touches plus à rien, il court vers moi j'arrive à supprimer vite fait tout ce que j'avais téléchargé et tout. Là il m'envoie chez le prof principal, gros bordel. Bon, il essaye de me faire virer mais ça fonctionne pas, quoi. Donc je reste quand même dans le bac pro. Et voilà, donc les autres commencent à venir me voir, mais c'est quoi ce délire et tout. Donc je crée un peu une émulation du hack, un peu ce que j'avais vécu avec mon pote, tu vois, celui qui allait faire les plus grosses conneries, mais là c'était vraiment à l'enceinte de mon bahut que ça commençait à se faire. Donc moi je commence à m'intéresser aussi à des articles d'un groupe de freak. Alors pour ceux qui connaissent pas, le freaking, donc dans le piratage, on va dire il y a 3 grands domaines. Alors je parle de mon époque, l'époque 98-2000, aujourd'hui on est en 2022, donc j'imagine que ça a beaucoup évolué, mais dans mon époque il y avait 3 grands domaines. Il y avait le hacking, piratage des réseaux on va dire, le cracking, le fait de pouvoir craquer des logiciels, modifier les données, et il y avait le freaking, c'était le piratage téléphonique, le fait de pouvoir pirater des téléphones sans payer. Et là, donc, je rentre dans un groupe de freak, je m'intéresse à des articles d'un groupe de freak qui est très, très connu, qui s'appelle Cryptel. Donc, groupe, voilà, je vous laisserai faire des recherches, ça vous intéresse. Et il détaille comment pirater des PABX. Alors, PABX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Private Automatic Branch Exchange. C'est des automates qui permettent de rediriger, quand vous avez dans une société plusieurs postes téléphoniques, et ça permet de laisser des messages vocaux, de rediriger à l'accueil, rediriger vos appels, etc. Et il y a un procédé, il faut savoir, avec les PABX, c'est que quand on appelle une boîte vocale, on peut rentrer sur la tonalité interne du PABX, accéder à des boîtes vocales, mais on peut surtout après ressortir du PABX. Ça veut dire qu'on paye la communication entre chez soi et le PABX, et quand on ressort, la communication est payée entre le PABX et le service payant. Ce type de piratage, ça s'appelle un outdial. Et c'est un truc qui est très 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 recherché dans le monde du freak à l'époque. Donc j'explique ce procédé à mon meilleur pote, et donc, ce qui l'intéresse beaucoup bien sûr, et on se dit c'est vachement moins risqué que le Bagebox, on devait sortir, c'était craignos, c'est tout. Là on va rester chez nous, on va scanner à la main, parce que oui, il fallait scanner, c'est-à-dire faire des numéros de téléphone toute la journée en gros, enfin toute la soirée. D'ailleurs j'ai une petite anecdote assez rigolote là-dessus, c'est que une fois j'ai fait une formation pour mettre en place un système téléphonique, et le mec qui nous forme, il nous explique oui, alors là, on a des statistiques de tous les appels, et il faut savoir que dans tous les systèmes d'appels, on ne sait pas pourquoi, il y a des appels la nuit. Ça doit être peut-être des gens qui dorment pas bien. Je lui dis, mais moi je vais vous dire ce que c'est. C'est ce qu'on appelle des wardialers, c'est des mecs qui cherchent des failles dans les PABX. Ah bon. Donc, merci. Voilà, merci, voilà. Donc on commence à trouver des serveurs vulnérables, donc à exploiter ce qu'on appelle des VMB, des Vocal Message Box, c'est-à-dire qu'on a des boîtes vocales, on commence à s'échanger des messages entre nous. On trouve des outdials, et du coup on commence à se dire mais c'est génial, on va prendre un PC portable. Alors à l'époque on avait donc un très vieux PC portable, parce que j'étais en stage, j'avais réussi à choper ça, avec une carte modem PCMCIA, et avec un émulateur Minitel. Et le but c'était de dire je me connecte à un PABX, j'obtiens la tonalité interne, et une fois que j'ai la tonalité interne, je lance mon émulateur de Minitel et j'arrive à me connecter sur un Minitel gratuit,
payé par la société qui se fait pirater. Et là, vous allez me dire, mais quel est l'avantage de faire ça ? L'avantage, c'est qu'on accédait à des services payants. Ah merde, je t'ai pas amené les factures. Bref, on accédait à des services payants. Et en fait, comme on disait, je veux commander un appareil photo numérique. Il faut savoir qu'en l'an 98, un appareil photo numérique, c'était pas donné, très très rare. C'était exceptionnel. Donc, tiens, je vais acheter un appareil photo numérique. Le truc, il disait, très bien, reste connecté pendant 40 heures. Pas de problème. Et on restait connecté, comme des dingues. Donc, c'était un petit peu ça le truc, l'escroquerie. Oui, on peut dire une escroquerie, monsieur, oui. Donc, on entre en contact avec d'autres fraqueurs. Et on s'échange des serveurs, on s'échange des astuces, on monte des groupes. C'est un peu ce qu'on appelle l'underground, quoi. Vraiment l'internet des bas-fonds. Aujourd'hui, on appelle ça le darknet. Avant, ça n'existait pas, mais voilà, c'était vraiment le truc. Et une fois que mon bac est terminé, comme je disais, à la maison, ça se passait pas super bien. Déjà, avec déjà les problèmes un petit peu avec la police, mes parents qui étaient un petit peu en bas de trip. Je me sentais pas forcément très bien à la maison. Il y a une SS2I, donc juste après mon bac pro, qui me propose un CDD vraiment très mal payé et où on me trimballe dans toute la France, corvéable à merci, et moi, bien sûr, j'accepte. Je dis, pas de problème, vous voulez que j'aille où ? Ouais, il faudrait que tu ailles à Strasbourg pour une mission. Allez, demain je pars à Strasbourg. Bon, donc je prends mes billets, j'annonce à mes parents que je me casse. Ah bon, mais si vite ? Oui, en une semaine, l'affaire est pliée. Je pars à Strasbourg. Donc j'arrive dans Strasbourg, ville où je connais personne. Le boulot que je fais, il est vraiment pas intéressant, quoi, parce que je mets à jour en gros des serveurs dans des centrales nucléaires et tout. Je fais vraiment beaucoup de déplacements et je mets des CD, je fais suivant. C'est vraiment un peu pourri. Et donc je fais installer le câble chez moi. Et toute la journée, qu'est-ce que je fais ? Je scanne des machines, je crée des exploits, des 0 days, je pénètre des serveurs un petit peu à droite à gauche. Et un jour, coup de bol, je tombe sur un serveur de Colt Telecom. Alors Colt Telecom, alors je sais pas aujourd'hui, mais on dit à l'époque c'était l'équivalent de Ubique, on va dire. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle là. Comment elle s'appelle cette boîte là ? Aide-moi un petit peu quand même. OVH, excuse-moi. Enfin bon, c'était un gros hébergeur à l'époque, et je tombe sur un serveur, il y a plus de 70 cartes réseau. Donc je remonte le truc, et là je vois que je suis au cœur d'un hébergeur de méga gros sites pour l'époque. Donc TF1, M6, la SPA, rue du Commerce, vraiment des trucs de dingue. Et pour le coup, je télécharge la base de données de rue du Commerce, je télécharge la base de données, je fais un gros deface. Donc un deface, c'est le fait de modifier un site. Donc donc je modifie le site de TF6, je mets la photo d'un bébé qui fait un gros doigt d'honneur, donc le gros nawak, le truc qui passe sur à l'époque Zataz, qui était un site qui référençait un peu tous les defaces, tous les hacks qui se faisaient. Donc moi j'étais content, un petit peu être connu sans être connu, enfin bon, ça me faisait rigoler quoi. Un an plus tard, ça commence un peu à sentir le roussi, parce qu'il y a mon père qui m'appelle, et il m'explique qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé, parce qu'il y aurait eu du piratage depuis sa ligne téléphonique, il sait pas quoi répondre. Je lui dis t'inquiète, c'est pas grave, ça va le faire, et on me propose une autre mission à Paris. Donc chose que j'accepte direct, je me dis comme ça, je laisse un peu de distance, donc je pars sur Paris. Alors une fois arrivé à Paris, le boulot est un petit peu plus intéressant, mais je continue quand même mes petites activités du soir. Et comme j'ai un peu de remords par rapport à Rue du Commerce, parce que Rue du Commerce, non seulement j'avais téléchargé leur base de données, mais je m'amusais un petit peu à torturer le DSI, je lui envoyais des mails, genre « Ah, t'es un gros con !» Je lui envoyais des petits extraits de base de données, j'ai fait un petit deface sur le compte de paiement. Au moment de payer, je mettais ma photo avec un drapeau pirate. « Vous pouvez payer en toute sécurité. » Donc je m'amusais un petit peu à le torturer comme ça. Donc il devenait barjot quoi. Et donc j'ai un peu de remords et je lui dis écoutez, c'est moi qui ai pénétré le serveur, si vous voulez je peux vous aider à combler la faille quoi. Donc là le PDG et le DSI de Rue du Commerce, ils me disent oui, on veut vous rencontrer, pas de problème. Donc je les rencontre dans un bar à Paris. Et là, donc on discute et ils m'annoncent qu'eux, ils ont porté plainte et que les recherches sont en train de se diriger vers Strasbourg en ce moment. Je lui dis oui, je viens de Strasbourg. Ils me disent écoute, donne-nous ta carte d'identité, on va annuler la plainte, etc. Ambiance bon esprit quoi.
Quelques mois plus tard, j'ai le BFT, donc qui est la Brigade Antifraude sur la technologie de l'information, dont le siège qui est à Paris, qui vient me chercher pour une garde à vue. Donc là, ils me foutent en garde à vue, c'était pour l'histoire des piratages de PABX, donc ils ont bien réussi à remonter jusqu'à moi. Et en fait, je me rends compte que l'histoire est allée très très loin, parce que nous, on était en contact avec des groupes de freaks, mais le gars, il me dit, mais en fait, les numéros que vous piratiez, ils ont été diffusés très largement. Il y a eu plusieurs millions qui ont été détournés dans des boîtes comme HP, dans des très grosses boîtes. C'est très très chaud, quoi. Ah ouais, ok. Donc je sympathise pas mal avec les agents. Voilà, on discute. Je propose un peu de les former sur certains aspects et choses qu'ils acceptent. Et je leur confie que j'étais en contact avec Rue du Commerce et qu'ils ont porté plainte. Et ils me disent oui, on est au courant de cette affaire, mais c'est d'autres collègues qui travaillent dessus. Il fait pourquoi tu connais qui a fait le coup? Je fais ben ouais, c'est moi. Ils disent bon, ok, on va voir ce qu'on peut faire, tout ça. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Quelques mois plus tard, on a bien vu ce qu'on peut faire. Il y a des mecs qui viennent me chercher pour l'affaire de Rue du Commerce, sauf que là, on sort carrément avec les menottes de chez moi, quoi. On balance dans une bagnole. On m'amène au BFT, donc exactement le même endroit où je revois les anciens agents qui m'avaient arrêté quelques mois plus tôt. Et quand j'arrive au BFT, en fait, je comprends que Rue du Commerce, déjà, il s'est bien foutu de moi, parce qu'ils ont salé la plainte, ils ont expliqué que j'avais essayé de leur extorquer de l'argent et tout. Et moi, j'arrive à prouver le contraire en montrant des rapports que j'avais envoyés par email, où je fournis des préconisations, etc. Et du coup, les agents du BFT deviennent fous, quoi. Ils se disent, mais Rue du Commerce, c'est vraiment des ordures. Ils ont essayé de te soutirer, je sais pas ce qu'ils te veulent, mais méfie-toi de ces gens, quoi. Bon, donc pareil, je fais une petite 24 de garde à vue et après je suis relâché. Donc plusieurs mois après, je suis convoqué par la SS2I où je travaille. En fait, ils viennent de se faire racheter par un très gros groupe. Donc à l'époque, c'était Schlumberger qui venait de se faire racheter par SEMA Group. Et voilà, vu qu'il y a eu un rachat, ils veulent tout dégraisser. Donc tous ceux qui sont en CDD, tous ceux qui sont en intérim, tous ceux qui sont en contrat précaire, tout ça, ça dégage. Et moi, comme j'étais en CDD, et que on me faisait miroiter qu'on allait me faire en CDI l'année prochaine, le CDD ne sera pas transformé en CDI. Du coup, je me retrouve à Paris, sans travail, avec 2 procédures au cul, dont une où je risque, 40 000 € d'amende, l'autre où le mec, il dit qu'il va me mettre en prison, enfin voilà, le stress total. Le bon coup de flip de fin d'épisode. Un bon cliffhanger des familles pour vous tenir en haleine jusqu'au prochain épisode. Est-ce que Aurélien va finir en zonzon ou pas? Vous le saurez en continuant d'écouter cette petite série de l'été. À la semaine prochaine.